Bonjour Florence. Bonjour Cécile. Ah, je suis vraiment très heureuse que tu sois avec nous dans Sol Éphéméris pour nous présenter ta jolie personne, ta belle personne et ce que tu fais et ce que tu donnes au monde. Et merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. J'ai aimé préparer cette émission et j'espère que le contenu servira en fait à tes auditeurs, voilà, nos auditeurs. Je le souhaite également, c'est un très beau souhait. Je vais commencer par poser ma première question, donc toujours la même, hein, la même qu'à tous les autres participants. Comment ta ou tes méthodes se sont invitées dans ta vie? Alors ça, c'est une chouette question qu'on me pose régulièrement. Alors déjà, ce sont des méthodes qui sont invitées exactement au moment où elles devaient s'inviter, c'est-à-dire à la période où j'ai stoppé ma précédente vie professionnelle pour me reconnecter à moi-même, pour calmer mon mental, c'est de comprendre un petit peu qui j'étais vraiment. J'avais été très chahutée pendant des années et j'avais ressenti qu'à cette période-là, le besoin d'un grand ménage se profilait, un grand centrage, sans quoi je pense que ça aurait été vraiment difficile de me mettre sur ma voie. Alors évidemment, les risques, ça aurait été de me dire, oh là là, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Pourquoi ça m'est pas arrivé à cette période? Et puis j'ai perdu du temps. Et en fait, non, je pense que ça, ce sont des questions qui tombent dans le vide parce qu'on ne perd pas de temps. Simplement, c'était pas le moment pour moi, en fait, de prendre ce virage que j'ai pris. Et si l'occasion s'était présentée à l'époque, je pense que je n'étais absolument pas ouverte et probablement que j'aurais ignoré cette occasion, j'aurais pas transformé comme je devais la transformer. Donc, j'ai absolument aucun regret là-dessus. Et toutes les méthodes que j'ai apprises et que j'ai pratiquées par la suite, elles ont été le fruit de deux choses, de mon intuition autant que des rencontres. Et ça, c'est vraiment magique parce que qu'on traverse la vie de quelqu'un pendant 5 minutes ou 50 ans, on a toujours quelque chose à s'apporter mutuellement. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, et moi je l'ai vraiment expérimenté à de nombreuses reprises. En fait, je pense qu'on est vraiment guidé. Et plus on se laisse guider, en fait, et plus on va vers ce qui est bon pour nous. Ça peut parfois ressembler à une véritable bagarre avec notre mental, qui lui devra apprendre à se laisser aussi un peu apprivoiser et se laisser maîtriser, parce qu'il y a vraiment des très très belles choses qui nous attendent vers l'inconnu. Alors pour vous citer en fait deux exemples de ce qui m'a mené vers ma pratique actuelle, je suis arrivée à la nutrition par le biais d'une simple consultation en fait, avec un thérapeute que je trouvais à l'époque un petit peu étrange. C'est le genre de personne qui travaille en silence, tu sais, et on ne sait pas trop en fait ce qu'il fait. Et à la fin de la consultation, il m'avait glissé dans la main un bout de papier sur lequel était mentionné le nom d'une école à Paris qui s'appelle la FLMNE, c'est la Faculté libre des médecines naturelles. Et je les ai contactés et là, j'ai pu découvrir mais tellement de méthodes de thérapie naturelle dites alternatives. Et là, j'ai compris que j'étais vraiment sur mes rails. Donc là, j'ai commencé à pratiquer évidemment la nutrition, il y avait de la naturopathie, j'ai fait les cycles de réflexologie, j'ai travaillé aussi, j'avais une école de shiatsu, j'ai fait de la médecine chinoise, c'était absolument fabuleux et ça venait juste par le biais d'un petit bout de papier en fait qui a été glissé dans ma main. Et puis de la même façon, pour donner en fait à nos auditeurs un deuxième exemple, j'avais été certifiée en aromathérapie via une rencontre par Le Bon Coin. Donc tu vois, je pense qu'on ne peut pas faire plus basique. Et cette formation d'aroma, elle m'a ouvert énormément de portes sur la compréhension du vivant, parce que c'est vrai que l'enseignement des huiles essentielles, ça m'a fait comprendre qu'il y avait une intelligence de vie sous-tendue dans notre quotidien. C'est quelque chose de très fort dont on sert au final assez peu, qui pourtant est à notre portée. Et je pense qu'on devrait vraiment d'ailleurs l'enseigner aux enfants à l'école. Donc tu vois, Cécile, c'est parti d'un rien, une petite chose que j'avais revendue sur Le Bon Coin, et au final, ça a été pour moi une grande chose. Donc voilà, simplement l'importance des rencontres, et puis surtout d'être totalement connecté à son intuition, toujours, parce que c'est le cœur qui parle. Puis au travers du cœur, c'est évidemment l'âme qui s'exprime et elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc c'est se faire confiance et puis j'ai envie de dire aussi faire confiance aux autres. Oui, effectivement. Et puis ce qui est beau là dans ton parcours, c'est justement cette école où il y avait une diversité finalement d'approches et que tu Oui, as pu vraiment expérimenter. Enfin, des fois, on est connecté qu'à une seule chose, mais alors toi, vraiment, c'était un ensemble de choses. Donc ça, c'est beau.
par un Ça petit avait bout de été papier. d'ailleurs ça avait été très très difficile pour moi de choisir parce que je me souviens, c'était comme si j'allais faire mon marché en fait. Il y avait tellement de choses à acheter, mais vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais me diriger vers l'hypnothérapie? Est-ce que j'ai envie de faire de l'homéopathie? Évidemment, la nutrition, je savais que ça viendrait sur mon parcours parce qu'en fait, je viens d'une famille où on cuisinait beaucoup, beaucoup et même très bien. Donc, j'avais quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que je prenne un petit peu ce relais, mais de façon un peu différente. Et c'est là où je parle beaucoup de l'intuition. Quand on arrive à calmer son mental, les choses émergent en fait à l'intérieur de nous. Et il faut les écouter parce que ce sont elles qui ont raison. C'est toujours ce cœur, cette petite vibration là au niveau du chakra du cœur qui nous dit si on est sur la bonne voie ou pas. Donc au final, mes choix, je les ai faits assez simplement, mais au départ, je me suis dit oh là là, trop de choses dans la vie. C'était très drôle. Alors, par curiosité, c'était, à part la nutrition, j'imagine, quelle formation tu as choisi finalement? Qu'est-ce que ton intuition t'a fait choisir comme formation en premier? Hein, parce que... Alors, en premier, c'était les cycles de réflexologie. Alors, j'ai fait la réflexologie plantaire parce que j'avais besoin de ressentir en fait les personnes. Hmm. Et les pieds, en fait, sont une carte de lecture absolument incroyable du mal-être physique et psychique ou du bien-être, parce qu'il y a aussi des pieds qui se portent très très bien, des personnes qui se portent très bien. Et avec ce cycle de réflexologie, il y avait aussi l'auriculothérapie. Donc ça, c'est une pratique un peu particulière que j'ai arrêtée depuis. C'est un peu comme l'acupuncture en France, en fait, c'est toléré par la médecine conventionnelle, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai, quand on n'est pas médecin, normalement, on n'est pas du tout habilité à piquer. Donc là, en l'occurrence, l'auriculothérapie, c'est des petites piqûres dans les oreilles. C'est d'une grande puissance, c'est reconnu par l'OMS. J'ai traité beaucoup de sinusite et j'ai fait énormément d'arrêt du tabac avec l'auriculothérapie. Et puis j'avais fait une école de massage, pareil, toujours ce besoin de toucher en fait les personnes, de ressentir au travers des mains. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai approché les fleurs de Bach également. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé dans la pratique de temps en temps. Je l'utilise pas tout le temps, mais quand je sens que la personne en a besoin, je sais que j'ai toujours des petits remèdes sous la main. Et puis j'avais approché l'hypnose, mais vraiment de façon très superficielle, juste pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Je ne sais pas si j'y reviendrai un jour d'une façon plus poussée, mais en tout cas, voilà, ce sont été les différentes voies que j'ai prises et j'en oublie encore. Mais c'était passionnant, c'était absolument passionnant. Parfait, merci beaucoup pour ce En partage. prie. Alors, on va passer à la seconde question qui est quel est ou quel fut ton plus grand défi? Alors ça, c'est une question que j'ai trouvée pas forcément évidente. Et puis, en me recentrant, je crois que la réponse, elle arrive assez naturellement. En ce qui me concerne, ça a été de redevenir humble. Alors vous allez vous dire, voilà, mais quelle prétention, mais justement pas du tout, parce que cette vie professionnelle que j'évoquais il y a quelques minutes, elle m'avait vraiment fait perdre les pédales. Je savais plus trop ce qu'était la simplicité, ce qu'était l'essentiel également. Je travaillais en fait dans le milieu de la mode, et c'est un milieu où on peut se perdre relativement facilement, et donc il a fallu que je répare les dégâts que j'avais fait sur ma personne et parfois même sur les autres, on va pas se mentir. Il a fallu que je refasse le chemin en sens inverse, c'est-à-dire que je déprogramme qui j'étais devenue pour me reconnecter à moi-même. Et ça, c'était un défi parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que ça demande à replacer son ego à la bonne place régulièrement, à le travailler pour l'harmoniser. Il faut du temps, il faut de la détermination, et puis se dire peut-être au final je sais pas trop où je vais, mais je sais que je serai vraiment quelqu'un de meilleur en travaillant sur moi de la sorte. Oui. Et ça a été un défi, vraiment. Ça a été quelque chose qui était assez long. Ça prend plusieurs années, vraiment. Bien sûr. Et mon deuxième défi, parce qu'il a fallu que j'en mette un deuxième, c'est de mettre ma fille qui aura bientôt 20 ans sur les rails de la vie. Je crois que c'est une de mes missions. Alors ça paraît bateau, parce que tous les parents se disent oui, évidemment qu'on doit tous mettre nos enfants sur les rails, sauf que je trouve que c'est assez éprouvant et difficile d'éviter les pièges de ce qu'on appelle la reproduction transgénérationnelle. Et la clé pour moi, c'est de laisser nos enfants trouver leur propre voie, tout en les aiguillant mais sans les influencer, en leur faisant confiance, mais évidemment dans le passage de leurs épreuves de vie. Alors oui, c'est dur parfois de les voir souffrir, c'est dur de les voir aussi se mettre en danger, mais ce sont des êtres qui doivent aussi expérimenter la vie.
Donc notre rôle, c'est de savoir les renforcer, mais en même temps sans les surprotéger, il faut les écouter sans les juger. Bref, il faut accepter, en fait, qu'ils sont différents de nous leurs parents, parce que ils sont des âmes à part entière, avec leur bagage karmique, leur bagage de vie, leurs expériences, et surtout, on n'est pas dans leur tête. On n'est pas à même de savoir ce qui se passe, et d'aller sonder, en fait, la profondeur de leur mal-être. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une belle mission. J'en ai qu'une, mais j'essaye de réussir, en fait, ce qu'on a entrepris toutes les deux, parce que c'est aussi une âme qui m'a choisie, hein, donc on est là pour une petite collaboration. Et c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire qu'être parent, c'est le rôle le plus essentiel et difficile à porter, et on devrait pourtant pouvoir le faire sans se prendre au sérieux, parce que tout ça, c'est censé rester dans la joie. Alors, attention, quand je dis pas se prendre au sérieux, c'est le faire sérieusement dans notre rôle de parent, mais sans se prendre au sérieux. Parce que sans le savoir et sans vraiment le vouloir, en fait, le risque, c'est justement de les conditionner, nos enfants. Donc, il faut avoir conscience de ce risque-là, d'éviter de leur refiler les pièges dans lesquels nous sommes tombés, mais surtout ces carcans qu'on a portés pendant des années. Et quand on en a conscience, on essaie de travailler dessus. Voilà, c'est pour ça que ces conditionnements existent. On peut nous s'en libérer et du coup, on peut eux les en libérer. Un vrai défi, quoi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ça demande beaucoup de lucidité et d'être toujours dans une espèce de justesse où je vais, où je ne vais pas, jusqu'où je vais, jusqu'où je ne vais pas. C'est En vrai. permanence. C'est vrai. En fait, c'est eux qui nous placent quelque part aussi les limites. Et moi, quand je regarde ma fille, je me dis, mais elle m'apprend tellement de choses, mais depuis toute petite. Quand on a un tant soit peu l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, c'est se dire, à certaines étapes et certains moments, c'est peut-être l'enfant qui sait beaucoup plus que nous. Voilà, sur certaines choses, évidemment. C'est vrai. Alors peut-être que c'est une personne qui t'inspire. Ah mais Lola m'inspire énormément. Pour la question suivante, mais j'imagine qu'elle n'est pas la seule. Donc quelles sont les personnes qui t'inspirent ou t'ont inspiré et pourquoi? Alors, il y en a plein. Alors, ce sont clairement les personnes qui font résonner en moi des paroles qui me paraissent justes, qui me reconnectent toujours à l'essentiel, qui me reconnectent à mon cœur, qui me reconnectent aux lois immuables du vivant, et évidemment grâce auxquelles mon âme s'élève, parce que moi je ne crois qu'en l'élévation de l'âme. Je suis inspirée par les textes ou les discours de certains leaders, des initiés, des maîtres qui délivrent cette parole de justesse, justement. Et d'ailleurs, peut-être comme toi, Cécile, moi, je reconnais assez rapidement si ce que je lis ou que j'écoute ou que j'entends vibre en fait à mon unisson. C'est quelque chose que je perçois maintenant assez bien. Alors récemment, j'ai découvert les lettres christiques lues par Sarah Sani, sont des lettres des audios qu'on peut écouter sur YouTube. Et ça m'apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de compréhension en fait. Tout est juste. L'œuvre d'Omram et Mikhail Ivanov, qui est un grand sage. Alors il a écrit plein de choses différentes, donc tout ne m'inspire pas, mais il y a des choses, notamment le yoga de la nutrition, qui me parle énormément. Et puis le livre des esprits d'Alan Kardec, c'est un bouquin qui a plus de 100 ans, mais je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Il faut le relire parce qu'en fait il y a tellement de choses qui peuvent nous aider dans le quotidien. Et la dernière vidéo que j'avais vue où je me suis dit waouh, et j'ai d'ailleurs transféré à ma fille, c'est beaucoup plus contemporain en fait. C'est Steve Jobs, qui est le patron d'Apple, enfin l'ex-patron, qui est décédé depuis plus de 10 ans, et qui avait fait un discours aux étudiants de Stanford en 2005. Alors je vous engage vraiment à l'écouter, ce discours, vous le trouvez très très facilement. C'est un discours qui dure un quart d'heure. Il va expliquer en 3 histoires comment il s'est laissé guider dans la vie, par quoi, et comment il s'est relevé de ses expériences douloureuses, comment il a réussi à transmuter tout ça pour repartir de plus belle. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, quand on a tout perdu, en fait, on ne risque plus rien. Et ça m'a inspirée. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Allez le voir, allez l'écouter. C'est en anglais, de mémoire, c'est sous-titré, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis à côté de ça, en fait, moi j'ai plein d'admiration pour des individus qui se fixent des challenges incroyables. Je sais pas, moi, gravir un sommet. Là, j'ai vu récemment le film de cette nageuse américaine qui s'appelle Diana Niad. Et alors, c'est celle qui avait relié à plus de 60 ans les côtes cubaines aux côtes de la Floride, à la nage, au milieu des requins.
Je me dis, mais quelle détermination en fait, parce que ce qui m'inspire dans tout ça, c'est pas tant l'exploit en lui-même, c'est le fait que cette personne ou ces personnes qui réalisent des exploits, en fait, elles n'abandonnent jamais leur rêve. Elles ont vraiment chevillé au fond de leur cœur, au fond de leur âme, ce rêve. Et je trouve ça tellement inspirant de se dire que finalement, vous voyez, cette nageuse, elle avait essayé plusieurs fois dans sa vie, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait à chaque fois échoué, elle n'a jamais cessé d'y croire et elle l'a fait à plus de 60 ans. Voilà, je trouve ça juste magnifique. Oui. Donc, Après, sa oui, pardon. détermination, en fait, vraiment est inspirante pour toi. Ah oui, moi je trouve que la détermination, c'est quelque chose qui nous guide. Il y a l'intention, la volonté, la détermination. Ça fait partie un peu du cadre de ce qui nous porte. Mais après, je trouve que la notion d'exploit, de victoire individuelle, elle est quand même très très relative à chacun, parce que pour avoir accompagné des personnes depuis un temps plus de 10 ans, ce qui peut me paraître à nous comme un tout petit pas franchi, en fait, pour une autre personne, ça peut être en réalité une immense victoire. Parce que j'ai vu des personnes que j'ai accompagnées, alors je n'étais pas la seule à accompagner ces personnes évidemment, mais se sortir de leur dépression, mais vraiment petit pas par petit pas, en décidant chaque jour de rallumer leur flamme, en décidant de travailler pour réveiller leur conscience, bouger leur ligne de pensée, ouvrir leur cœur. En fait, c'est un chantier énorme qui en soi peut être considéré comme un exploit. Mais ça m'inspire aussi, tu vois, vraiment. Oui. Aussi grand que d'aller nager avec les requins Mais totalement, parce que et c'est quelques l'histoire de leur kilomètres. vie, en fait. C'est juste aller mieux, c'est aller dans leur profondeur, dans leur noirceur, et puis porter tout ça vers la lumière. C'est un travail considérable aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Parfait, merci, merci. Donc maintenant, Après, abordons la chose qui te tient le plus à cœur. alors, alors moi, définitivement, c'est de mettre le plus de lumière possible partout où je passe. Voilà, dans les lieux, dans le cœur des gens, les aidant à élever leur conscience, en les aidant à ouvrir leur âme. Ben, c'est en fait d'être dans mon rôle d'accompagnante, hein, tout simplement, mais de le faire de la façon la plus juste et la plus humble possible. Et surtout pour qu'ils puissent prendre leur envol, pour qu'ils puissent devenir autonomes, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. On ne suit pas les personnes et nos clients pour que ce soit une thérapie sur des années et des années. C'est pas, on ne prend pas un abonnement en fait. Il faut qu'ils puissent à un moment ou à un autre trouver leurs ressources et les exploiter. En fait, c'est le propre de l'être humain, c'est de pouvoir trouver ses propres ressources. Pour ça, de temps en temps, ils ont besoin de nous comme étant un petit coup de pouce, et puis après, ils font leur vie. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui me comble plus que lorsque je vois dans leur regard en fait une prise de conscience qui se fait, un déclic, et tout d'un coup je me dis oh ça y est, voilà, je sens que ça a connecté, là ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est passé dans le soin ou qui est passé dans la discussion, mais quelque chose qui va germer. Et on voit que la personne elle est en train de transmuter ce petit quelque chose. On ne sait pas quoi exactement, hein, mais c'est un travail qui se fera ensuite dans son intérieur. C'est un peu comme ça, tout d'un coup, la personne, elle devient une alchimiste, en fait. Et on les a aidés à ça, et puis on les regarde s'épanouir par la suite. Voilà. Ok. Et tu sais que, comme moi, hein, tu gères aussi des consultations. C'est comme quand on apprend un enfant à faire des petites choses du quotidien. Il va pouvoir les faire par la suite en toute autonomie. Puis c'est merveilleux de pouvoir les suivre. Et c'est merveilleux aussi pour le message porteur d'autonomie que cette évolution représente pour eux. Moi, j'insiste beaucoup sur l'autonomie. Voilà, donc je pense qu'on doit élever le taux vibratoire autour de nous. On se doit de cultiver la pensée positive, on se doit de partager nos bonnes ondes, partager la joie, des qualités de cœur, parce que c'est vrai que sinon on n'est pas des exemples en fait pour ces personnes qui sont dans la peine, qui viennent nous voir. Alors comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils trouvent leur chemin si on n'est pas un peu le phare dans la nuit, dans leur brume? Comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils y croient? Voilà, tout ça, ça me tient à cœur, des petites étincelles de lumière partout où je passe. Parfait. Donc ça fait partie de tes projets pour l'année à venir et toutes les années qui viennent. Jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle, comme je dis. C'est pas si compliqué à faire en fait. Cultiver la joie, je trouve que c'est quelque chose qui est relativement simple. Mais tu as peut-être d'autres projets plus concrets à nous donner pour cette année qui vient ou comment ça se passe pour toi? Moi, j'en ai toujours plein. Alors, après, c'est toujours pour moi la difficulté de faire le tri. Alors, je suis un peu de la philosophie qui va piano, va sano. Hein. Une fois que j'ai bien réfléchi, que j'ai bien ressenti,
Je fais mes petits plans sur la comète. Bon, donc déjà, je viens d'emménager dans le sud de la France. Mon cabinet est à Cagnes-sur-Mer, c'est entre Nice et Cannes, et j'ai le souhait de développer ce cabinet dans les mois qui viennent. Bon, ça demande un petit peu de travail, même beaucoup de travail, mais je sais que ça ira. Ensuite, je souhaiterais mettre en place une formation en nutrition pour sensibiliser les particuliers au risque d'une alimentation trop riche en glucides. Et ça, c'est une grande partie de nos problèmes de santé pour l'instant, surtout de problèmes de santé du monde occidental. Et ce qui est inquiétant, ce que je vois dans les consultations que je mène, en fait, c'est que ce sont les enfants qui sont de plus en plus concernés par ces risques de surpoids et d'obésité. Avant, on parlait beaucoup de leurs parents, des adultes, mais malheureusement, cette culture de la nutrition, en fait, il y a un moment, il y a quelque chose qui a bugué. Il y a moins de passation. Je ne dis pas que c'est jamais le cas, hein, je dis simplement que on a des parents qui se sont un peu désinvestis aussi de ce rôle de faire attention à l'équilibre de l'assiette, de ce qui est dans l'assiette de leurs enfants. Et puis toutes les tentations en fait qu'il y a dans les magasins aussi, hein, tout ce que l'industrie agroalimentaire propose malheureusement est extrêmement sucré. Donc j'aimerais bien apporter un petit peu de lumière aussi là-dessus. Formation que je veux très concrète. Il y aura des modules, on apprendra à comprendre le fonctionnement basique du corps humain aux différentes étapes de la vie, parce qu'on ne fonctionne pas la même chose, on ne brûle pas ses glucides de la même façon à l'adolescence que quand on est une femme enceinte ou quand on est en ménopause ou quand on est un senior. Et puis aider les personnes à reconnaître en fait les compositions sur les packaging. Parce que ça, je me suis rendu compte que dans mon cercle d'amis proches ou dans mes consultations, les personnes ne savent pas lire ce que les packaging proposent. Ils ne savent pas qu'il y a des sucres cachés. Ils ne savent pas comment ça s'appelle. Et j'aimerais bien pouvoir les enseigner en fait là-dessus. C'est super simple. Une fois qu'on a compris le truc, on ne se transforme plus du tout en Sherlock Holmes. Il suffit de retourner le paquet, on regarde, on se dit ok, ça c'est bourré de sucre, j'achète pas en fait. Voilà. Et le dernier objectif, c'est que j'ai commencé à me former en permaculture là depuis le début de l'année. Donc, j'ai la chance de pouvoir exploiter un petit terrain dans le sud de la France. J'aimerais bien expérimenter un potager des arbres fruitiers. Et du coup, j'ai choisi la permaculture parce que c'est une philosophie qui me va bien, qui est très particulière. On apprend à respecter le vivant sous un angle du respect, en fait, sous l'angle du respect. Donc, je pense que pour moi, ça va être satisfaisant de travailler la terre, d'en comprendre son rythme, de l'observer, puis d'en tirer des jolies récoltes à partager. J'ai hâte. Ah oui. Voilà, tout ça, ça va vraiment bien m'occuper. Parfait, parfait, vraiment. Merci, chère porteuse de lumière, pour ce partage passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile, en tout cas, pour ce projet qui est Sol Éphéméris, parce que je me régale à le lire tous les matins, je me régale à découvrir tes différents intervenants. J'ai déjà fait mon petit shopping aussi dans tout ce que tu as proposé pour contacter des personnes, pour vraiment proposer des collaborations. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, tu es également une porteuse de lumière. Merci à toi et bonne année. Merci beaucoup, Florence. Allez, à bientôt pour le webinaire. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.